Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un petit peu plus historique, mais avec une lourde importance actuelle et pour, notamment en France, la prochaine élection. Il faudra aller jusqu'au bout de la vidéo qui ne va pas être très longue pour la conclusion à ce sujet. Nous allons parler de Hitler. Alors, avant tout, ce n'est pas une vidéo qui est une apologie de l'hitlérisme, bien au contraire. Nous allons aborder le sujet historique, philosophique et politique, comme pour toutes nos vidéos. Mais il est intéressant de se replonger dans le passé et dans notre histoire, et notamment de ce passage qui a bouleversé l'Europe et le monde en conséquence. Mais qui est Hitler? Alors, Adolphus Hitler est un Autrichien né le 20 avril 1889. Il se suicidera le 30 avril 1945. Alors Hitler vient d'une famille, on va dire, de la petite bourgeoisie du côté de son père, qui s'appelle Alois Hitler. Alors, on va tout de suite évacuer une première question. La rumeur de savoir si Hitler avait des origines juives ou pas. Ça vient du côté de son père, notamment de son grand-père qui est inconnu, mais c'est pas très intéressant, c'est possible, voilà, ça n'a pas une très grande importance. Le père d'Hitler, donc Alois, c'est un fonctionnaire modeste, mais tout de même en province, il a quand même un certain poids, c'est un fonctionnaire des douanes autrichien. Sa mère est en fait une cousine éloignée du père qui vient d'un milieu rural, paysan. Et en fait, Alois Hitler a eu une première femme qui est décédée. Et il avait fait venir cette cousine éloignée comme femme de ménage, en fait, ou aide domestique. Et ensuite, il va se remarier avec. Et elle tombera enceinte de Hitler. Alors déjà, vous voyez, ça c'est un peu... Bon, voilà, ça commence pas forcément très bien. Alors le père est un homme assez caractériel, porté sur la boisson, semble-t-il, et qui ne devait pas être forcément très doux. Et Hitler, lui, va pas forcément aimer son père, mais il va par contre énormément, voire aduler sa mère. Là, on peut commencer à peindre le caractère de Adolphus, qui est son vrai prénom, Adolphus. Alors, Hitler, le nom de famille d'Hitler d'ailleurs a été changé par le grand-père, je crois, ou le père. Mais ça veut dire petite cabane, un homme vivant dans les bois, dans une cabane. En Bavière, ou charpentier également, voilà, bon, c'est intéressant. Alors, le petit Hitler est un enfant, on va dire, un peu turbulent, très intelligent et qui est, dans les premières années scolaires, extrêmement brillant. Il est très intelligent. Alors ça, c'est pareil, on a souvent tendance à dire, bon, les détracteurs sur l'hitlérisme, etc., et la barbarie qu'elle devint, de dire que Hitler était quelqu'un de peu intelligent, opportuniste, oui, certainement, mais il était très intelligent. Ça, il ne faut pas du tout en avoir un doute. Il était plutôt brillant, très jeune à l'école, intelligent. Alors, il vient d'un milieu catholique, il faut le comprendre, il était enfant de chœur. À la suite enfin, il déménage plusieurs fois parce que son père est fonctionnaire, et à la suite de la mort de son père qui meurt d'une crise cardiaque, un verre à la main dans le pub de la ville où ils étaient, Hitler et sa maman et sa sœur déménageront une dernière fois. Alors c'est un bon élève, en 1900 il a 11 ans, et là
à cette époque-là, il change d'école, et son père, qui n'est pas encore décédé à cette époque-là, le met dans une école un peu plus stricte. Enfin, il quitte en fait sa petite enfance et il va dans une école, dans une plus grande ville, une école un peu plus stricte où il y a une certaine autorité. Et ce qu'il faut comprendre, alors c'est un paradoxe, hein, mais Hitler ne supporte pas l'autorité. Hein. C'est un rebelle, il supporte mal l'autorité, surtout s'il a en face de lui quelqu'un qu'il ne respecte pas. Hein. Alors là commencent ces problèmes scolaires. On dit de lui que c'est un élève intelligent, mais qui a du mal avec l'autorité. Hein. Son père va donc décéder, comme je vous l'ai dit, en 1903 d'une crise cardiaque. Alors Hitler est en pleine adolescence, il a 14 ans, et sa petite sœur Paula, 7 ans. Alors imaginez, 14 ans c'est l'adolescence, hein, que ce soit en 1900 ou en 2020, un adolescent reste toujours un adolescent qui se pose des questions, ce qui est bien normal. Et Hitler n'a pas échappé à la règle, il est en pleine révolte. Et sa dernière école, parce qu'il n'a pas été très loin dans les études, l'école de, alors je vais mal prononcer, hein, sans doute, Steyr, S-T-E-Y-R, ça se passe mal, il est toujours en confrontation avec l'autorité, et le seul diplôme qu'il va obtenir, c'est une sorte d'examen en blanc du brevet d'études, j'imagine. Hein. Il le passe et il l'obtient. D'accord. Alors il faut bien comprendre que Hitler, c'est un leader, il a un petit groupe d'amis, c'est quand même un peu lui le leader. Quand il joue aux Indiens et aux cow-boys, c'est toujours lui le chef qui désigne, etc. C'est un organisateur. Donc suite à l'obtention de ce petit examen en blanc, lui et ses copains font une petite fête. Il fête ça comme il se doit, et Hitler boit un peu trop, et il est ivre, et il se réveille le lendemain, mais il n'a pas souvenir de ce qu'il a fait, il a tout oublié. Ces propos, c'est tiré d'un livre que je mettrai en lien en anglais, j'ai pas de version française, qui s'appelle Les discours de table de Hitler. Hein. Alors, ça a été réécrit par Bormann. Alors, c'est très intéressant parce que vous savez, Hitler, alors bon, je fais une petite parenthèse, Hitler se couchait aux aurores. Hein, et il obligeait ses invités à rester avec lui, discuter toute la nuit, regarder des films, enfin voilà, il avait une vie intellectuelle assez poussée, et il adorait discuter, etc. Donc ça, c'est tous les discours de table qui duraient très longtemps, qui ont été retranscrits. Alors c'est très intéressant parce que ça donne un point de vue de la vie, de la pensée de Hitler, plus intéressant que Mein Kampf, qui est un livre qu'on peut lire, mais enfin il y a son programme, oui certes, mais enfin voilà. Alors, et puis en plus Mein Kampf, ça a été réécrit par Rudolf Hess, hein, c'est pas forcément de... Là c'est vraiment les discours de Hitler, qui était plus un orateur qu'un écrivain. Retranscrit par Bormann, bon, alors certains historiens peuvent mettre en doute, mais enfin, voilà. Donc ça, c'est Hitler qui le raconte. Ils font cette fête, il se réveille le lendemain après une cuite monumentale, il ne sait plus ce qu'il a fait. Et surtout, il retourne là où il était hébergé, et il ne retrouve plus son examen, son papier, hein, son certificat qu'il voulait ramener chez lui. Alors, tant bien que mal, il a mal au crâne, tout ça, mais enfin, il retourne à l'école. Et à l'école où il avait des problèmes d'autorité, vous vous souvenez, donc il va voir le proviseur, le directeur. Et entre-temps, on lui a ramené, au directeur de l'école, quelqu'un a ramené en réalité son examen, son certificat déchiré en 4 morceaux, que Hitler aurait utilisé comme du papier toilette. Alors, je vous laisse imaginer la situation. Donc, le proviseur a déjà ça, a déjà récupéré les papiers. Hitler, tout penaud, le lendemain, vient demander un double, un certificat, un double. Il est accueilli comme vous pouvez l'imaginer, il est humilié par ce directeur qui ne devait pas trop l'aimer. Il lui montre son papier rempli, enfin plein, sali par ses excréments. Enfin bref, vous imaginez la situation. Et Hitler, depuis ce jour-là, a été extrêmement vexé, et ça a dû marquer son caractère. Bon, au final, il a une copie, il part de l'école, il ne reviendra plus jamais à l'école, il n'ira plus jamais à l'école, et surtout, il s'est fait la promesse de ne plus jamais être ivre. Hitler a continué à boire, hein, parce que certains disent qu'il ne buvait pas. Non, non, il buvait de temps en temps, il pouvait boire une bière, un verre de vin, mais il n'a plus jamais été ivre.
Ça, c'est important, puisque là, ça a vraiment été un point culminant et très humiliant, a priori, pour lui. Alors, donc, je redis, élève brillant, mais un peu paresseux, oisif, rêveur. Il s'intéresse aux arts, le théâtre, la peinture, la musique. Il faut bien comprendre que si Hitler n'avait pas été à cette époque-là, dans ces circonstances, peut-être ça serait devenu un artiste. Voilà, il faut bien comprendre que c'est quelqu'un d'extrêmement sensible, qui a une fibre artistique. Alors, il quitte définitivement sa scolarité à 15 ans, hein, équivalent de la 3e, pour essayer de rentrer aux Beaux-Arts. Alors, à ce moment-là, il s'installe avec sa mère à Linz, c'est une grande ville. Sa mère a une petite rente après le décès de son père, donc ils sont pas dans la misère, mais enfin c'est pas non plus, c'est pas l'opulence. Et là, du coup, il se prend de passion pour tout ce qui est artistique, et c'est en 1907 qu'il se présente aux Beaux-Arts, d'accord. Il est rejeté pour travail insuffisant. Il est un peu arrogant, certainement, Hitler, hein. Il est un peu sûr de lui, je pense, arrogant, et il n'a pas dû faire le dos rond, montrer un travail suffisant à l'administration. Bon, il n'est pas accepté aux Beaux-Arts. Je ne pense pas que ça soit à cause du talent, hein, parce que je vous mettrai quelques exemples de tableaux. Je pense qu'il savait peindre aussi bien qu'un autre à cette époque-là. Je pense que c'est plutôt au niveau du caractère. Mais alors, en 1907, c'est aussi à l'époque à laquelle sa mère a un cancer. Et elle meurt très rapidement et subitement. Et ça va totalement perturber Hitler, qui est un jeune homme, hein, à cette époque-là, il a 19 ans. Pour vous donner une idée physique, il fait 1m72, ce qui n'est pas petit pour l'époque, ni trop grand, mais enfin voilà, c'est une bonne moyenne. 1m72 et il pèse 68 kg, donc il est mince. Il mange peu. Et là, la mort de sa mère le choque profondément, puisque c'était une femme qu'il aimait beaucoup. Et bon, il décide de partir et il va donc essayer de se lancer à Vienne. Il fait des tableaux, il vend des tableaux. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Hitler a un petit peu d'argent. Il a aussi une sorte de bourse qui sera ensuite donnée à sa sœur ou à sa belle ou à sa cousine, je ne sais plus, enfin du côté de sa famille. Donc il survit relativement, au début il survit relativement bien, il va au théâtre, il va écouter Wagner. Alors il faut bien aussi noter que Vienne, c'est une ville cosmopolite, où Hitler découvre énormément de choses. Lui, il vient de la campagne, hein, et il découvre donc d'autres religions, notamment les juifs, qui étaient assez présents à Vienne, mais aussi la décadence de l'époque, de l'Empire, de la classe supérieure, etc., etc. Et lui, à cette époque-là, c'est un dandy. Hein, il se promène très élégant, il va au théâtre. Vous voyez, il n'a pas encore basculé à cette époque-là dans un racisme dur et violent. Il s'intéresse à la vie. D'ailleurs, les tableaux qu'il vend, c'est un marchand juif. Voilà, bon, il vivote. Voilà. Il n'a pas encore une notion politique trop dense, mais ça commence, parce qu'à cette époque-là, il y a un magazine Ostrassa qui est un magazine pan-germanique. Alors il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, il y a eu les mouvements Völkisch, c'est des mouvements, on va dire, nationalistes pan-germaniques, avec un appel au retour aux sources des religions hyperboréennes germaniques, l'odinisme et ainsi de suite. Et Hitler, lui, il a rejeté le catholicisme assez rapidement. Parce que c'est trop autoritaire pour lui. C'est quelque chose de trop dogmatique et il n'aime pas ça. Et en plus, il trouve que c'est trop pacifiste, mondialiste. Hein, parce que dans le catholicisme, alors je sais qu'il y a des courants plus traditionnels, mais enfin, ça reste une religion mondialiste, hein, ouverte à tous, etc. Bon, bah, c'est aussi la beauté du catholicisme. Hein. Mais lui, bon voilà, il n'aime pas trop ça. Donc et dans tous ces mouvements Völkisch, il y a des mouvements odinistes, il y a des sectes un peu secrètes comme la Société de Thulé, et il y a ce journal Ostrassa qui... Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous aurez en lien mon livre d'Ogerland, une petite histoire du racisme, dans lequel j'explique tout ça.
Mais voilà, ça va commencer à l'influencer et notamment, à un moment donné, il va commencer à se poser des questions sur son échec parce qu'il va essayer une deuxième fois de se présenter aux Beaux-Arts et il sera encore rejeté. Et là, il va commencer à devenir un peu parano. Voilà, on a toujours besoin d'un bouc émissaire. Et là, va commencer, si vous voulez, cette histoire un peu de conspiration, les Juifs et ainsi de suite. Mais à cette époque-là encore, il n'est pas forcément, il n'est pas plus raciste qu'un Autrichien de base. Alors, je rappelle que dans les années 1910-1920, c'est pas le monde d'aujourd'hui. Hein. À cette époque-là, tout le monde était plus ou moins raciste, on va dire, hein, donc, et plus ou moins aussi antisémite. Hein. Alors, c'était pas tout à fait anormal hein, à cette époque-là. Donc, deuxième échec à Vienne, il commence à en avoir marre. Il commence à se politiser avec un ami qu'il avait. C'est la faute des étrangers, c'est la faute des Juifs. S'il ne passe pas son examen, c'est certainement parce qu'il y a un Juif, etc., etc. Mais également un problème de classe. Alors ça, il faut bien le comprendre. Hein, Hitler est quand même, et c'est pas un prolétaire, mais c'est quand même la toute petite bourgeoisie. Il galère, hein, il vit chichement, il mange une fois par jour pour garder de l'argent pour aller au musée. Il fait des sacrifices et il y a cette classe bourgeoise, noble, cet establishment, hein, comme on dirait aujourd'hui, cette jet set, qui eux, alors là, c'est champagne, enfin, c'était une opulence assez dérangeante. Et le petit peuple souffrait. Et comme il était dans des pensionnats pour jeunes garçons un peu SDF, il rencontrait le prolétariat et il en a pris conscience à cette époque-là. Hein. Ça, il faut bien le noter. Alors, bon, il décide de partir avec son ami de l'époque, dont j'ai oublié le nom. Il décide de partir pour l'Allemagne et tenter sa chance en Allemagne, car l'Autriche c'est trop petit pour lui, c'est trop, c'est pas ce qu'il veut. Lui, il a quand même des ambitions. Alors, ils partent en Allemagne. Alors, Hitler n'a pas fait son service militaire en Autriche, d'accord? Et il veut pas le faire. Il n'est pas du tout c'est pas un fou de guerre Hitler, hein. Il n'est pas pro-armée, il n'aime pas l'autorité, hein, rappelez-vous. Donc il part en Allemagne avec son copain, il triche, il me semble qu'il triche un peu sur leur âge, ou, enfin, etc. Bon, c'était pas annexé l'Allemagne et l'Autriche, c'était deux pays différents, il y avait une frontière. Enfin bon, il rentre en Allemagne. Et là, c'est pareil, il tente sa chance aux Beaux-Arts. Alors, je crois qu'il n'a pas vraiment le temps de rentrer, ou il n'a pas été vraiment accepté, ou il n'a pas tout à fait fait la démarche, parce que là, on arrive en 1918. D'accord ? Alors, avant la guerre, avant la déclaration de guerre, les Autrichiens le rattrapent quand même en Allemagne, parce qu'il est hors la loi, il n'a pas fait son service militaire. À cette époque, ça rigole pas. Mais Hitler, qui est un beau parleur, arrive à être exempté. Bon, il le laisse, il a des problèmes de santé, il n'est pas, c'est pas un guerrier Hitler physiquement, hein, même s'il est d'une stature normale, mais il n'est pas en très bonne santé. Et il est exempté. Alors ça, c'est un passage qui va pas trop, ça sera un peu caché, hein, mais il est exempté du service militaire autrichien. La guerre éclate. Alors, la guerre éclate. Alors, en Allemagne, à Munich, il vivait aussi de peinture. Hein, il faisait ses petites peintures, etc. Alors, la guerre éclate. La guerre éclate et là, il y a un mouvement. Alors, je vous ai dit, il y avait quand même un mouvement nationaliste pan-germanique assez fort à cette époque-là. La guerre éclate et là, il se porte volontaire en Allemagne, d'accord, pour faire la guerre. Alors, la période de la guerre est intéressante puisqu'on va découvrir un Hitler. Alors comme je l'ai dit, il n'est pas physiquement, c'est pas forcément un grand guerrier, mais bon, il se porte volontaire et il termine comme coursier. Alors coursier pendant la guerre, c'est de courir d'une ligne à l'autre, c'est assez dangereux, hein, et pour apporter les messages. Hein. Et donc c'est quand même quelque chose qui est assez dangereux. Alors il n'a pas vraiment combattu en tranchée dans les troupes d'élite, mais voilà, il a été pour son courage, parce qu'il avait du courage, il a été proposé à une croix de guerre seconde classe par son supérieur officier qui était juif, hein, d'origine juive. Hein. Donc vous voyez, même là encore, c'était pas encore marqué, mais il obtiendra une première classe plus tard. Et il aura la croix de fer première classe. Alors la croix de fer première classe en Allemagne, c'est une haute distinction, hein, pour fait d'armes. Voilà, donc c'était sans doute, il a été courageux durant la guerre.
Il a aussi, à cette époque-là, il y a un chien qui va commencer à marquer sa vie, parce que Hitler aime beaucoup les animaux, c'est un point particulier. Il a toujours eu des chiens, et durant la guerre de 14-18, il va adopter un chien anglais, en fait, qui avait un pitbull. Je vous montrerai les photos. Et ensuite, il est reparti, ce chien, où on l'a volé, en fait, c'est pas trop, mais enfin, ça l'a beaucoup affecté, parce que ce chien-là, c'était son ami. Hitler était quand même quelqu'un de très solitaire, il avait peu d'amis, il était peu social, il buvait plus, du coup, ou très peu, suite à sa beuverie pour son examen blanc. Donc il n'a pas beaucoup d'amis, il est assez solitaire, il n'est pas très avenant, il est voilà, pas forcément extrêmement sympathique, c'est un rêveur, c'est un artiste un peu, voilà, vous voyez un peu le truc, donc il s'attache beaucoup à ce chien. Il en parle justement dans ses discours. Alors la guerre s'arrête et vous savez que la Première Guerre mondiale pour l'Allemagne, l'Allemagne n'a pas réellement perdu la guerre, hein, et c'était un peu, ça a été un peu politique. Alors bien sûr l'Allemagne s'est épuisée face aux Alliés, mais ça n'a pas été une défaite tranchée. Voilà, c'est plus politiquement qu'ils ont perdu la guerre. Donc pour ça, et pour tous ces mouvements nationalistes pan-germaniques, c'est une trahison. Et là, il y a un basculement qui s'opère, politiquement. Donc là, on va rentrer maintenant un peu dans sa philosophie. Ce basculement est politique, bien sûr, mais aussi philosophique. C'est-à-dire, en fait, c'est la trahison. Et là, Hitler rentre adhère totalement aux idées de la société de Thulé. C'est qu'en fait, le péril du monde est le péril juif. Alors, c'est bien sûr un délire, mais il n'y a jamais de fumée sans feu, on va dire, et il faut l'expliquer. Pourquoi il faut l'expliquer? Parce que, pour pas que ça se reproduise, vous comprenez? Parce qu'on est dans une époque aujourd'hui où tout peut arriver. Hein. Il peut y avoir un basculement à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, mais violent, j'entends, pas idéologique, hein, je parle violent, comme il y a eu dans les années 20-30 en Allemagne, d'accord? Les années 20-30 en Allemagne, c'était des bagarres rangées à coups de gourdins, de couteaux et de mitraillettes, hein. Ça rigolait pas, coups de pistolet, etc. Alors, ce basculement philosophique, je dirais, c'est que l'Allemagne a été trahie par une élite cosmopolite, mondialiste, juive en partie, mais pas que, française, etc., qui a trahi l'Allemagne, dans le sens où l'Allemagne aurait pu gagner la guerre, mais c'est politiquement qu'elle perd cette guerre. Et là, je vais vous donner une anecdote qui est intéressante, qui va démontrer un peu cette complexité, parce que rien n'est simple, tout est mélangé, il n'y a pas une cause, il n'y a pas de conspiration, il n'y a pas un groupe qui conspire, ça c'est bien évidemment du délire. Mais je vous donne un exemple, Einstein, qui quitte l'Allemagne à cette époque-là, enfin un petit peu plus tard, enfin d'abord il va en Suisse, etc. Mais enfin, suite à la Première Guerre mondiale, il est vrai qu'une certaine classe politique un peu mondialiste, l'élite on va dire un peu intellectuelle, etc., critique la guerre, ce qui en soi est une... Personne ne doit aimer la guerre, mais critique la guerre et surtout critique l'Allemagne. Et ça, vous voyez, ça rejoint l'actualité avec tous ces mouvements de déconstruction, wokisme, etc. Critique l'homme blanc, en fait, allemand, un peu nationaliste, en disant oui, c'est à cause d'eux qu'il y a la guerre c'est horrible, etc. etc. L'Allemagne ne doit pas faire la guerre, il faut désarmer l'Allemagne. Bon, vous voyez. Donc ça, Einstein est tout à fait dans ce discours-là, mais par contre, la Palestine, la création de l'État d'Israël, et là je le redis, moi je soutiens l'État d'Israël parce que chaque peuple doit avoir un État, commence à se former dans la violence. Hein, ça ne s'est pas fait dans la douceur. Hein, d'accord? Et là, Einstein est pour. Il ne critique pas. Vous voyez? Il y a ce deux poids, deux mesures. L'Allemagne est méchant, il ne faut pas faire la guerre, ou la France, hein, enfin peu importe. Mais par contre, là, les mouvements sionisme de Herzl en Palestine, eux, peuvent être violents. Ça va. Vous voyez? Bon, ça, c'est un deux poids mesures qui est gênant et qui est toujours aujourd'hui d'actualité. Et ça reste une ambiguïté, parce qu'on ne peut pas dire il ne faut pas faire la guerre, mais sauf pour soi. Voilà, pour soi on peut, mais pour les autres non. Ouais, bon, voilà. Et ça, c'est une sensibilité qui était réelle à cette époque-là, et encore pire qu'aujourd'hui, hein, bien sûr. Hein, parce que c'était l'Allemagne a été mis en faillite. Hein, il faut bien comprendre que le traité de Versailles est une et là c'est les Français de vrais, on a vraiment été des idiots, parce que c'est nous qui avons créé Hitler. C'est le traité de Versailles qui a créé Hitler. C'est ce traité de Versailles, c'est cette humiliation tellement importante
pour l'Allemagne et qu'un Hitler a pu prendre pouvoir. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ça arrive. C'est pour ça que aujourd'hui, le dernier recours, si Zemmour n'est pas élu, hein, je ne sais pas où on va aller, mais vers la catastrophe, c'est une évidence. D'accord ? Alors, il aurait fallu, comme pour Hitler, que ne pas faire ce traité de Versailles, ne pas humilier l'Allemagne à ce point-là, pour que les gens deviennent aussi haineux, énervés, haineux et revanchards, parce que c'est ce qui s'est passé. Alors, l'Allemagne est saignée à blanc par ce traité de Versailles, nous ne pouvons plus payer, historiquement, les Français réenvahissent, enfin, occupent une partie de la Rhénanie, envoient des troupes coloniales, alors vous imaginez, des Noirs ou des Nord-Africains en Allemagne à cette époque-là, c'est humiliant, il y a sans doute eu des viols, parce que ça existe toujours qu'une armée occupe, bon, voilà, et ça ne va pas aider, d'accord ? Et Hitler, lui, il est dans tous ces mouvements-là, et point de vue d'un philosophiquement, Hitler n'était pas quelqu'un porté sur les runes magiques, l'hyperborée, l'Atlantide, les hommes venus du Nord, tout ce qui est Blavatsky, la théosophie, tout ça, etc. Alors, ça fait partie de son cadre intellectuel, puisqu'il va être, comment dire, initié par Descartes, d'accord ? Pardon, pas René Descartes, mais Eckhart, Dietrich Eckhart. Il va être initié à cela, mais il prendra toujours un recul parce que c'est un pragmatique. Il est pragmatique, Hitler. Il n'est pas du tout porté sur les délires, etc. Mais comme il sent que ça s'agite et que c'est porteur, ben, il y adhère. D'accord ? Lui, c'est un anti-catholique parce que le catholicisme a été contre la guerre. Le catholicisme, c'est cette politique mondialiste, vous voyez, lui, il cherche quelque chose de plus viril, de plus allemand, de plus germanique, qui peut porter son nationalisme et sa revanche, et son idée de revanche contre cette conspiration, donc juive forcément, mais mondialiste par ailleurs, dans laquelle il met la France, bien évidemment, il aime la France, mais en même temps il haït la France. Hein, vous voyez, c'est très marqué à cette époque-là. Alors, il aime la France parce que c'est l'architecture, parce que c'est les arts, et ainsi de suite, il ne peut pas le nier, mais pour lui, la France fait partie de ses ennemis, puisque c'est elle qui a abattu l'Allemagne, mis l'Allemagne. Il faut bien comprendre que l'Allemagne, pendant la dépression, ensuite à la dépression, etc., l'Allemagne, c'était le bordel de l'Europe. Les Américains venaient, les riches étrangers venaient, échanger du Deutschmark qui n'avait plus aucune valeur, mais c'était la Thaïlande puissance 10 000 de l'époque, hein. Et aujourd'hui, la Thaïlande est beaucoup plus riche, hein, d'accord ? Donc, voilà. Alors, le rêve d'Hitler commence à se former. Et cette idée de race pure, cette idée de... lui veut créer idéologiquement une confédération anglo-saxonne. Hein, vous voyez, les Allemands, les Hollandais, une petite partie de la France du Nord, la Belgique, l'Angleterre, les États-Unis. Vous voyez, toute cette WASP. Voilà, c'est ça le rêve d'Hitler. Lui, il n'est pas forcément nationaliste. Il est pour une confédération. Les nazis n'ont jamais été vraiment nationalistes. Ils sont pour l'Europe. Ils sont pour une entité mondiale, mais raciale. Hein, voilà. Alors ça a des conséquences sur l'Europe d'aujourd'hui, hein, mais bon, c'est un autre sujet. Alors voilà, point de vue philosophique, il n'est pas du tout croyant. Alors il peut croire une sorte de force tellurique, une force un peu, comment dire, un peu quasiment animiste. Hein, il ne croit pas non plus en Odin, aux choses comme ça, runiques, mais voilà, il a une certaine spiritualité dans ce sens-là. Donc, rejet de l'Église catholique qui est pour lui une Église traître. Alors, il accepte les courants réformateurs allemands de l'Église, notamment par exemple avec Rosenberg et autres, qui est l'idée que Jésus en fait est un Celte, hein, ou soit par la tribu des tribus celtes qu'il y avait en Israël, qui est tout à fait fondée historiquement, hein, ou parce que c'est le fils d'un Romain. Hein. Vous savez que une des critiques que les juifs un peu orthodoxes font, c'est que en fait Jésus est un bâtard puisque son père est un Romain, ce qui serait logique. Hein, si on met de côté un peu les miracles et les choses absolument non scientifiques, hein, arrivée d'extraterrestres ou de divinité ou de Dieu, le plus réaliste, si on s'en tient à des faits, c'est que effectivement Marie invente toute cette histoire parce qu'en réalité elle a eu cet enfant d'un soldat romain.
Voilà, ce qui est tout à fait probable. Et donc Jésus ne serait pas, à proprement parler, israélien, juif. Enfin, il est juif de religion, bien évidemment, mais de race, il serait métis, hein, et peut-être même donc celte, ou voilà, ibérico-celte, on ne sait pas trop. Voilà, en tout cas, ça ne serait... Voilà. Donc, pour ces Allemands, Hitler est d'origine aryenne. Pardon, Hitler, oui, est d'origine aryenne, plus ou moins, si on peut le penser, mais non, Jésus serait d'origine aryenne, et donc, comment dire, Paul, donc, qui aurait réécrit le message de Jésus dans le sens d'une manipulation juive pour créer cette religion mondialiste qui arrangerait bien les juifs. Bon, ça c'est tout à fait discutable, mais voilà, c'était un courant de pensée, et donc eux réforment l'Église, et en fait Hitler... alors pourquoi j'ai ce lapsus, c'est parce que Hitler en fait a voulu créer sa propre religion, hein, ça je vous le dirai après. Donc Hitler n'est pas Jésus, mais presque. Donc Jésus serait arien et ainsi de suite. Bon voilà, ça arrange bien. Bon ça Hitler laisse faire, ça lui va bien, ça lui va bien. Donc voilà. Donc là commence toute cette mythologie hyperborée, la société de Thulé, même Blavatsky avec la théosophie, etc. Tous ces courants qu'il y a une race aryenne supérieure, extraterrestre même, et qui va jusqu'en Inde, bien évidemment, créer toute la grande civilisation de l'Inde. Voilà. Donc ça c'est un courant de pensée. Bon, Hitler, lui, je pense qu'il n'est pas tout à fait il adhère pas tout à fait à ça, mais il laisse faire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Hitler, c'est quelqu'un qui va laisser faire beaucoup de choses, puisque lui est surtout un darwinisme. Un darwiniste dans le sens où il est pour la sélection naturelle. Et ça, je vais vous le dire après dans la partie politique. Voilà, bon, ça c'est la partie un peu philosophique, mais Hitler adhère à ça quand même parce que lui veut prouver, si vous voulez, valider le fait que la race germaine, la race aryenne, enfin, si tant est qu'elle existe, est une ancienne race avec une culture, donc les Grecs ce sont des Aryens pour lui, mais enfin voilà. Et c'est pour ça qu'il va créer avec le fou Himmler l'Ahnenerbe. L'Ahnenerbe, c'est la recherche archéologique du patrimoine ancestral germanique. D'accord ? Alors ça, là, il dérive, donc l'ASS va dériver de ça. Ça, c'est Himmler. Himmler, lui, il était complètement sous l'emprise d'une sorte de gourou qui, lui, pensait réellement que tout ça était réel et que la race allemande, aryenne, descendait d'extraterrestres, etc. Donc les SS, eux, ils sont réellement dans cette emprise-là, d'accord ? C'est une religion à part entière, etc., etc. Ce qui était totalement différent de SA. Alors maintenant, je rentre dans la partie historique. Alors justement, donc Hitler... La Première Guerre mondiale s'arrête, Hitler est pas vraiment démobilisé, il reste militaire. Et en fait, il y a un personnage très intéressant qui s'appelle Ernst Röhm, qui va prendre Hitler sous son aile et l'utiliser comme espion. D'accord ? Alors comme espion, à cette époque-là, il faut bien comprendre qu'il y a énormément de mouvements politiques, que ça va du bolchevisme au national-socialisme que n'a pas créé Hitler, hein, et plein d'autres. Donc Röhm envoie justement Hitler dans le parti des nationaux-socialistes, qui est un parti, l'armée en fait espionne parce que, je vous dis, s'il y a des rixes de rue toutes les 5 minutes, c'est très chaud. Donc Hitler s'inscrit au parti et remonte les informations à la police politique, militaire. Et il adhère au national-socialisme et là, il découvre quelque chose qui l'intéresse. Hitler, il est très opportuniste, hein, il aurait pu finir ailleurs, hein, mais là, le discours lui parle, c'est un parti ouvrier, nationaliste, socialiste, bon, c'est des valeurs auxquelles il adhère, et Röhm, de fait, aussi. Et petit à petit, Hitler fait un coup d'État et prend le pouvoir au sein du parti. Alors, à l'époque, c'est 20 personnes, hein, le parti, hein, c'est 30 personnes, quoi. C'est tout petit. Mais voilà, Hitler se sent opportuniste, il a un pouvoir d'orateur certain. La société de Thulé est pas loin, etc. La géopolitique avec Rudolf Hess, ainsi de suite. Donc, il y a tous ces courants, il y a une convergence, d'accord ? Il y a une convergence qui pousse Hitler au pouvoir.
Mais une fois de plus, c'est une convergence, c'est une succession d'événements qui font que, par moment, le temps, tout s'aligne, et ce fut le cas là, d'accord? Mais il reste quand même sous l'autorité de Röhm. C'est un petit militaire, il était caporal-chef, hein, je crois, Hitler. Voilà, donc il adhère au national-socialisme, et là, il commence à se politiser de plus en plus fortement. Röhm aussi se politise, et là, il rencontre des personnages, par exemple les frères Strasser, Otto et Gregor Strasser, et ainsi de suite. Le national-socialisme se fonde, prend du pouvoir, et Hitler est un homme avec une vision moderne des choses, d'accord? C'est lui qui va inventer le déplacement en avion pour des meetings politiques, c'est lui qui va prendre des grosses voitures pour aller vite, enfin il va vite, il fait énormément de déplacements, il fait énormément de meetings politiques, et je vous mettrai un discours, parce qu'on a toujours le discours de Hitler fou furieux, etc. D'ailleurs, je vous mettrai celui de Macron et après celui d'Hitler, on pourra comparer, c'est des techniques, hein, mais Hitler, en fait, dans un discours d'Hitler, ça durait longtemps, et c'est la fin où il hurle et gesticule, c'est juste la fin, d'accord? Je m'excuse, il y a mes chiens qui sont à côté qui font un peu de bruit. Donc, Hitler a une voix tout à fait normale quand il discute, hein. Je vous mettrai un extrait avec, je crois que c'est le Premier ministre de Finlande, il parle de la Russie. Alors, bon, voilà, donc Röhm va créer les SA avec Hitler. Donc les SA, on va dire, c'est les cogneurs du national-socialisme. Ils sont utilisés par l'armée pour aller faire le coup contre les bolcheviks, parce que là, il y a deux entités, hein. Il y a le bolchevisme, donc eux, ce sont, à cette époque-là, même pas encore stalinien, c'est encore mondialisme, hein, trotskiste, c'est pas encore bien défini, et face à eux, il y a les nationalistes, on va dire, pour faire simple. Et les frères Strasser ont une grande importance, parce que c'est eux qui vont définir en réalité le national-socialisme, et notamment Grégoire Strasser. Grégoire Strasser, lui, il dit la chose suivante, le national-socialisme, le national-socialisme, c'est quoi? C'est prendre à la droite le nationalisme sans le capitalisme, et c'est prendre à la gauche le socialisme sans le mondialisme. Ouais. Oui, c'est une bonne définition. Et les frères Strasser seront condamnés. Grégoire Strasser sera exécuté par Hitler, et Otto Strasser partira en exil et finira sa vie en Allemagne de l'Est par la suite. Voilà. Alors, donc, point de vue politique, les SA se forment, etc. Hitler devient le leader de fait. On a dit homme de paille, etc. Non, il a été politisé, et aussi il a suivi la philosophie de Eckhart, mais voilà, il rencontre Rudolf Hess qui lui était, qui était plutôt du côté géopolitique, etc. Il rencontre d'autres personnages comme Sobendendorf et d'autres, mais Rosenberg, mais voilà, toute la mouvance fait que l'opportunisme et les circonstances, il prend le pouvoir. C'est un excellent orateur. Il croit en ce qu'il dit, il est sincère, Hitler est sincère, et alors ça va paraître étrange ce que je vous dis, Hitler est quelqu'un de gentil. Il est gentil avec ses proches, etc. Mais par contre, il est raciste, il est antisémite, oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est quelqu'un d'humainement gentil, d'accord? Et toutes les traces le disent, je veux dire, d'un point de vue historique. Par contre, c'est un manipulateur, d'accord? Et là, je vous donne un exemple. C'est un manipulateur. C'est en fait, il ne faut pas croire que les nazis étaient hyper organisés, truc allemand. Non, non, pas du tout. C'était un bordel organisé, d'accord? Mais il est exprès. C'était une volonté de Hitler. Par exemple, je vous donne l'exemple suivant. Vous avez Göring. Göring, c'est un peu l'école prussienne, hein, vous savez, c'est le pilote de chasse, as de la Première Guerre mondiale, pendant vieille famille prussiano-allemande, raciste, oui, sans doute, mais comme tout le monde à l'époque, c'était pas un antisémite notoire non plus, enfin voilà, c'était un nationaliste qui a sans doute adhéré à la société de Thulé, bon, voilà. Nationaliste, pan-germaniste. Et face à lui, vous avez un Himmler. Himmler, il n'a pas fait la guerre. C'est une sorte de refoulé qui lui va totalement tomber avec les SS dans cette idée idéologique religieuse, odiniste, etc. C'est quelqu'un de complexé vis-à-vis de Göring, vous imaginez. Mais Hitler va les laisser
se battre, parce qu'ils ne s'aiment pas du tout, ils ne peuvent pas se sentir, d'accord? Donc, il y a un moment donné, il y aura même deux polices, il y aura les SA, les SS, enfin, vous voyez? Et Hitler laisse toujours faire, parce que c'est un darwinisme. Et ça, c'est bien expliqué par un Français, Johann Chapetou, c'est très bien expliqué, c'est un système de bordel organisé et Hitler laisse faire. Et à la limite, ça l'intéresse, ça le passionne de voir l'évolution, voilà. Vous voyez? Donc ça, c'est la petite parenthèse parce qu'on a tendance à croire que c'était super organisé, mais pas du tout, pas du tout. Il y avait des querelles de chapelles, enfin, etc. Donc, toujours est-il que l'idée d'Hitler, c'est de créer cette confédération WASP, et c'est bien pour ça que quelqu'un comme Ford, ou même de grosses entreprises américaines l'ont subventionné massivement, IBM entre autres, ou les gros industriels de la Ruhr. C'était une confédération européenne, mais mondiale presque, WASP, d'accord, liguée contre le bolchevisme. Le bolchevisme qui était la chose qu'il fallait combattre à tout prix à l'époque. Maintenant, Hitler, et je vais terminer là-dessus, sur la partie politique, Hitler a dû se séparer de Röhn, son camarade de la première heure, son ami Röhn, pas parce qu'il était homosexuel, d'ailleurs Hitler avait sans doute des tendances homosexuelles, mais j'en parlerai après, mais parce que il était révolutionnaire, comme les frères Strasser, c'est-à-dire que eux voulaient faire plier le grand capital allemand. Alors imaginez, Hitler a eu la pression, il a compris, parce qu'il y a eu le putsch entre-temps, le putsch n'a pas fonctionné, Hitler a compris que pour prendre le pouvoir, il devait s'allier aux industriels. D'accord? Donc les industriels lui ont dit, très bien Coco, on te finance, tu vas prendre le pouvoir légalement, mais il faut nous débarrasser des fous furieux là, des SA. Hein? Les SS, ça va, là ils sont dans leur délire religieux, bon, etc., ça ne nous dérange pas, mais les SA, eux, c'est des révolutionnaires, c'est des vrais révolutionnaires, anticapitalistes. Ça c'est pas bon. Alors Hitler fera la nuit des longs couteaux, fera assassiner son ami d'enfance, pas d'enfance, mais son ami de guerre, de combat politique, Ernst Röhn. Voilà, donc ça c'est une révolution, la nuit de long couteau, c'est un changement politique. Là, Hitler passe du national-socialisme anticapitaliste au national-socialisme libéral, d'accord, qui sera le fer de lance de la guerre anti-bolchevique, d'accord. Et c'est bien pour ça que les Américains, pendant très longtemps, vont subventionner Hitler. Il n'y aura pas de problème politique, d'accord? Alors maintenant, on va terminer sur la question juive, sur la question de la solution finale. Alors, oui, les chambres à gaz ont existé, hein, je le dis tout de suite, voilà, mais pas forcément comme on peut le voir dans certains documentaires, etc. La solution finale est une suite d'événements pareils et à monter en puissance progressivement. Ça n'a jamais été décidé, il n'a jamais été décidé au plus haut commandement nazi de tuer tous les juifs. Ça, c'était absolument faux. Vous avez la conférence d'Évian, c'est 1928, je pense, 38, pardon. La conférence d'Évian, c'est le système nazi commence à vouloir se débarrasser des juifs. Mais pas à les exterminer, à s'en débarrasser. D'accord? Donc ils peuvent partir, etc. Et Hitler, enfin les nazis, commencent à dire aux pays limitrophes, aux alentours, accueillez des juifs, nous on n'en veut plus en Allemagne, etc. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a cette conférence, tous les pays du monde se réunissent sur la question de qui va bien pouvoir accueillir les juifs allemands, autrichiens, etc. Eh bien aucun pays ne va accepter, même pas les États-Unis. Ils vont tous refuser, ils vont tous décliner. On ne peut pas, ils auront tous de bonnes raisons. D'accord? Voilà ce que c'est la vérité historique. Et donc, suite à ça, les nazis commencent à vouloir parquer les juifs, les amener dans des camps de travail au début, des camps de travail. Ou des camps ne sachant pas vraiment quoi faire en réalité. Donc, entre-temps, il y a les accords de Aarava, d'accord? C'est-à-dire que les sionistes juifs font un accord. Là, je vous rappelle que les sionistes juifs, ils ont défilé à Berlin, d'accord, dans les années 30, hein, avec tous les mouvements nationalistes. Donc, et que je rappelle aussi que la femme de Goebbels était très proche, elle avait une amie d'une grande famille commerçante juive de Berlin. D'accord, très riche. Donc c'était pas encore très clair tout ça. Donc les accords de Aarava,
c'est des échanges argent matériel pour que des juifs puissent aller en Palestine. Et les sionistes n'ont pas hésité à collaborer avec les nazis contre notamment l'anglais qui était l'ennemi commun à cette époque-là en Palestine. Donc vous voyez, c'est progressif. Et petit à petit, l'Allemagne, bon, alors les accords de Arava ont duré un certain temps, et après Hitler a fait alliance avec les musulmans d'Afrique du Nord pour combattre les Anglais, hein, les Turcs et les musulmans contre Laurence d'Arabie et ainsi de suite. Donc après, les Palestiniens, ça marchait plus trop, on peut le comprendre. Donc, mais toujours est-il que c'est progressif, et au bout d'un moment, succès après succès, les nazis conquièrent des territoires et doivent bien faire quelque chose des Juifs. Alors sur le front de l'Est, il y a eu des programmes. Hein. Là, sur le front de l'Est, les nazis les SS avaient ordre d'exécuter tout de suite toute résistante, hein, toute résistance et tout juif, etc., ou tout patriote russe était exécuté dans la seconde. Ça, c'est vrai. Mais alors, les camps d'extermination se sont montés progressivement. Et là, on a le rapport Piketty, c'est la résistance polonaise, d'accord, Witold Pilecki, qui a la résistance polonaise a infiltré Auschwitz. Alors vous comprenez, c'était pas, une fois de plus, c'était pas cette organisation allemande qu'on décrit, non, les résistants ils rentraient et sortaient, hein, d'accord. Donc lui infiltre Auschwitz pour faire un rapport et commencer à voir ce qui se passe. Et lui il va expliquer la montée en puissance progressive de l'extermination. D'abord c'est des camps de travail, d'accord. Il faut bien comprendre que l'Allemagne a besoin de ressources manuelles, c'est des camps de travail. Alors bien sûr les malades, les handicapés ou autres, eux étaient immédiatement exécutés, ça il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ceux qui pouvaient travailler, travaillaient. Hein. Et petit à petit, la guerre rentrant dans des phases de plus en plus dures, l'Allemagne ayant de moins en moins de ressources, on est progressivement monté vers la solution finale. Et ça, lui, il le décrit, d'accord. Ces chambres à gaz qui ont commencé de manière artisanale, en fait, on a commencé à ne plus savoir quoi faire. Les nazis ne savaient plus quoi faire avec les juifs. Et comme les ordres n'étaient pas clairs, Hitler n'a jamais donné d'ordre extrêmement clair, hein. Il était toujours un peu dans le vague, etc. C'est la méthode, une fois je le redis, darwinienne. Peut-être que quelqu'un va faire quelque chose de bien ou de mal, on ne sait pas. On laisse un peu faire. Et puis si ça ne va pas bien, on agit, mais voilà. Donc oui, la volonté d'extermination a commencé à progresser et monter en puissance. Mais également les maladies, le typhus, enfin voilà, les camps étaient quand même, à la fin, en 44-45, c'était la misère, pour tout le monde, hein, la grande misère. Et l'un des problèmes vis-à-vis de ça avec les révisionnistes, c'est que les nazis ont tout détruit. Vous voyez, les nazis ont détruit les chambres à gaz ou des choses comme ça, et c'est les communistes russes qui, une fois revenant, avaient besoin de créer une propagande parce que pour cacher leur propre massacre, et eux aussi ont laissé tuer des juifs, hein, par ailleurs, pour masquer leur propre massacre, notamment en Pologne, ont reconstruit de fausses chambres à gaz. Hein. Et ça, c'est un des points de départ de tout ce problème. C'est qu'au lieu de dire que c'est des fausses chambres à gaz, ce qu'on commence à dire maintenant, c'est qu'on a fait croire que c'était des vraies chambres à gaz, etc. Mais historiquement, enfin, ça ne tient pas la route. Donc ça, c'était un des problèmes aussi révisionnistes, anti-révisionnistes, et ainsi de suite. Bon, mais oui, les nazis, au final, ont voulu exterminer les juifs, bien évidemment. Mais je rappelle également que c'est les juifs qui ont, comment dire, dans les années 20-30, ont les premiers, entre guillemets, déclaré la guerre aux nazis. Bon, enfin, bon, c'est des détails. Voilà. Ben, voilà un peu l'histoire de Hitler. Et maintenant, j'arrive à la conclusion. Chut, j'arrive à la conclusion, je m'excuse pour les chiens. J'arrive à la conclusion, c'est que si on ne fait rien aujourd'hui, notamment en Europe, en France, avec les élections à venir, un nouvel Hitler va arriver. D'accord ? Si on repart pour 5 ans de Macron ou de autres partis mondialistes qui va accentuer la fracture sociale en France, c'est-à-dire, on va vivre un nouveau traité de Versailles, bien plus vicieux, bien plus contraignant, avec ces histoires de passe sanitaire ou pas, etc. Si on continue à vivre cela, on va voir émerger un nouvel Hitler. C'est obligatoire. Il y aura trop de souffrance. Et les avatars d'Hitler vont émerger de la souffrance. D'accord ? De la souffrance émerge toujours le mal. Jamais le bien. D'accord ? Émerge toujours le mal. Et une revanche, et un esprit revanchard arrivera, un bouc émissaire sera désigné, pas forcément les juifs, mais peu importe, enfin pas peu importe pour celui qui sera désigné tel qu'un bouc émissaire, mais ce que je veux dire par là, c'est pas le plus important c'est de ne pas arriver à cette situation-là. Si on ne veut pas qu'un nouvel Hitler arrive,
si on ne veut pas avoir l'émergence de quelque chose de trop fort, de trop brutal, de trop violent, qui sera nécessaire si rien n'est fait, d'accord? Hitler a été un mal nécessaire pour l'évolution du monde. Eh bien, pour contrer cela, il faut agir maintenant. Et moi, personnellement, je ne vois qu'une solution en France, c'est de voter pour M. Zemmour. Ce qui est intéressant, parce que c'est un monsieur d'origine berbère, de religion juive et patriote français. Donc, on ne peut pas reprocher à ce monsieur d'être un raciste, d'être un nazi. C'est juste quelqu'un qui aime la France, comme moi, comme vous, j'imagine, et qui veut sauver la France. Et au-delà de sauver la France a toujours été le porte-étendard quelque part du monde. Alors c'est une contradiction, mais la France a un rayonnement mondial. Et ce qui se passe aujourd'hui en France aura une répercussion mondiale. Parce que là, on est en train de voir un pôle chinois hyper nationaliste qui est en train de s'armer et de virer tout ce monde de wokisme, d'essayer de viriliser les enfants parce que eux aussi ont souffert de cette espèce de mondialisme LGBTiste pacifiste. La Chine est en train de remonter en puissance. Aux États-Unis, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ça peut être une chute ou une renaissance. Et au milieu, il y a l'Europe qui est dans un vague... voilà. Donc il faut que l'Europe se réveille. Pour faire un contrepoids, le monde va devenir multipolaire. Il y a la Russie, la Chine, mais la Russie n'a jamais été un pays européen en soi. La Russie, c'est un pays, c'est un continent. La Russie, ce n'est pas l'Europe et ne sera jamais l'Europe. Moi, j'ai rien contre les Russes. Au contraire, j'apprécie la volonté de M. Poutine de sauver son pays. Mais ce n'est pas l'Europe. L'Europe, c'est l'Europe. L'Europe, c'est à partir de quelques pays de l'Est. L'Ukraine, c'est la frontière, hein, moitié-moitié. Ça, c'est l'Europe, d'accord, occidentale. L'Europe occidentale doit se réveiller. Elle doit montrer au reste du monde qu'elle peut devenir un pôle intéressant, fort, et qui en Europe pour l'instant peut montrer l'exemple, c'est la France. L'Allemagne est trop soumise aux Américains. Ça va peut-être changer, mais voilà. Et si rien n'est fait, si on repart pour plusieurs années de gouvernement mondialiste, un nouvel Hitler va apparaître. En France, en Allemagne, on ne sait pas. Mais c'est inévitable. Voilà. Voilà, donc agissons avant, soyons intelligents, nous avons l'histoire pour nous pouvons la comprendre et nous pouvons l'interpréter et surtout, nous pouvons encore changer notre destin. Merci de m'avoir écouté, je vous redis et je vous souhaite une excellente année. Cette année sera, quoi qu'il arrive, très intéressante à vivre, nous avons cette chance-là. Nous vivons une époque extrêmement intéressante, à plusieurs points de vue. À nous de la changer. À très bientôt. Merci.